Kedo, un jeune homme d'une vingtaine d'années, fuit désespérément la créature qui le poursuit. Il esquive la bête qui tente de le charger, et elle heurte le mur, en arrachant d'énormes morceaux. Il regarde la bête tenter de retirer sa tête du mur et le pourchasser à nouveau. On explique qu'un vortex vers le monde souterrain est apparu il y a 10 ans au milieu de Tokyo. Plusieurs types de bêtes sont sortis de ce vortex, et elles portaient tout un virus inconnu. Ils furent connus sous le nom de porteurs, et attaquaient les humains sans distinction, y compris ceux qui mouraient de la maladie. Le nombre de morts a dépassé le million. Depuis, des vortex plus petits sont apparus à travers le Japon, d'où sortent des porteurs. Ceux qui n'avaient aucun pouvoir, comme Kedo, n'avaient d'autre choix que de fuir. Tandis qu'il court pour sa vie, il se souvient que fuir était tout ce qu'il a fait depuis la mort de ses parents et que sa petite sœur a été infectée. L'homme est sur le point de passer devant un groupe d'hommes qui trouvent son malheur divertissant. Malheureusement, il n'est pas respecté par ses pairs car il est de bas rang parmi les purificateurs. Parmi les hommes se trouve une personne avec une hache, qui se charge d'une sorte d'énergie lumineuse dorée. L'homme est connu pour avoir éveillé des pouvoirs spéciaux après avoir été vacciné à partir de porteurs raffinés. Il lance alors sa hache imprégnée de pouvoir, qui manque de toucher Kedo. Heureusement, elle a frappé mortellement le porteur, faisant jubiler l'homme nommé Godet, un purificateur de rang 3. Il s'approche de la tête du porteur pour y ramasser quelque chose de scintillant. Les hommes sont si occupés à regarder la pierre rouge obtenue du porteur qu'ils ne prêtent aucune attention à Kedo, épuisé, qui reprend son souffle derrière eux. À ce moment, une jeune femme nommée Mizuno arrive et signale à Godet que tous les porteurs de la zone ont été éliminés et que la disparition du tunnel est confirmée. Maintenant que tout est terminé, Godet dit à son équipe qu'ils peuvent remballer. Il s'assure que Kedo entende que la mission est devenue si facile depuis qu'ils l'ont utilisée comme appât. Cela donne au jeune homme le sentiment d'être un être humain sans valeur. Plus tard, Kedo se trouve dans la salle d'attente d'un hôpital, où il vérifie son téléphone et voit qu'il n'a presque plus d'argent sur son compte. Mizuno s'assoit à côté de lui et lui annonce que le test a révélé qu'aucun d'eux n'a été infecté. Kedo lui dit qu'il trouve les tests obligatoires post-mission pénibles, alors la jeune fille lui crie qu'il devrait prendre son état au sérieux. Kedo songe à son état, la déficience immunitaire spécifique, qui le prive de toute immunité contre le virus des porteurs, le rendant mortellement vulnérable à la moindre égratignure des bêtes. Bien que personne d'autre sur Terre n'ait cette condition, il se dit qu'il en est reconnaissant, car elle le rend aussi attirant pour les porteurs, faisant de lui l'appât parfait. Mizuno est attristé de voir comment il prend son malheur avec philosophie. Le jeune homme lui dit qu'il va bien. Il essaie de se convaincre que son état est un don qui lui a ouvert la voie pour devenir un purificateur. Il s'excuse d'avoir inquiété Mizuno, mais la jeune fille lui prend la main et lui dit qu'il devrait être reconnu et apprécié malgré son état. Elle promet alors qu'elle le protégera jusqu'à ce que ce jour arrive. Elle réalise soudainement ce qu'elle vient de faire et devient embarrassée. Elle prétexte vouloir acheter des boissons et s'enfuit pour le laisser. Kedo a honte d'être si pathétique qu'une jeune fille a même juré de le protéger. Alors qu'il se dit que sa petite sœur, Mio, ne devrait pas le voir ainsi, il la voit déjà à ses côtés, le regard réprobateur. Mio lui dit qu'elle n'aurait jamais pensé que son grand frère s'entendrait si bien avec une femme. Le garçon dit que Mizuno n'est qu'une collègue, mais sa sœur pense qu'il ment. Kedo change de sujet et lui demande si elle devrait se promener. Il lui dit qu'il a éliminé des porteurs pour elle aujourd'hui. La petite fille sourit, fière de son frère, avant de se mettre à tousser plusieurs fois. Elle lui dit qu'elle va bien et se concentre sur les louanges de son frère, qu'elle considère comme un héros. Ces mots attristent Kedo, car ils lui donnent l'impression d'être un imposteur. Le jeune homme étreint sa sœur et jure qu'ils trouveront un jour un remède à sa maladie. Mio a les larmes aux yeux et dit à son frère de ne pas se surmener. Le frère et la sœur se disent au revoir alors qu'une infirmière raccompagne Mio dans sa chambre. À ce moment, Kedo entend un bip provenant de la montre qu'il porte. Il vérifie sa montre et voit une alerte signalant l'apparition imminente d'un tunnel interdimensionnel. Un portail apparaît juste devant l'hôpital où de nombreuses personnes innocentes sont rassemblées. Godet se plaint qu'ils doivent tout recommencer, mais il est content que le portail soit au moins apparu près de son escouade. La tête d'un porteur loup sort du portail. L'escouade remarque immédiatement que ce porteur a quelque chose de différent par rapport au combat précédent. Alors que d'autres de ces créatures loups sortent, il devient évident que ces versions peuvent se tenir debout. L'escouade se met en formation de combat alors que les porteurs chargent vers eux. Godet abat sa hache sur l'un d'eux, le frappant en plein visage. Le coup est si puissant que le porteur est projeté au loin. L'équipe célèbre, mais la confiance du capitaine s'effrite en voyant sa hache ébréchée après l'attaque. Un des membres de l'escouade est si distrait qu'il se fait plaquer au sol et mordre par celui qui avait été projeté. Il crie à l'aide, mais les membres de l'équipe restent stupéfaits. Le monstre met fin à sa vie en un instant devant l'équipe, et l'escouade panique, n'ayant jamais vécu une telle situation. Godet se demande pourquoi ses attaques ne fonctionnent pas. Il réalise alors, en voyant sa hache ébréchée, que son immunité contre eux a disparu. Il panique, réalisant qu'ils sont impuissants face à ses porteurs. Soudain, l'homme qui vient d'être tué se réveille. L'escouade regarde l'homme avec terreur alors qu'il se lève d'une manière inhabituelle et les regarde. L'homme agit maintenant comme un animal enragé qui charge vers eux. Godet prend peur et frappe l'homme maintenant zombifié avec sa hache, projetant le zombie au loin.
L'escouade est complètement confuse par ce qui se passe. Il se souvient que les porteurs mangent habituellement les gens vivants ou les infectent jusqu'à ce qu'ils soient réduits en cendres. Cependant, les porteurs devant eux tuent les gens et les transforment en zombies. Godet et son escouade sont si effrayés qu'ils font demi-tour et courent vers l'hôpital. Ils entrent dans l'hôpital, et Kedo leur demande si c'est déjà terminé. Godet esquisse un sourire maléfique en entendant sa voix. Il dit au jeune homme qu'il est temps pour lui de jouer son rôle d'appât. Alors que Kedo essaie de comprendre de quoi il parle, d'innombrables zombies et porteurs brisent l'entrée vitrée de l'hôpital derrière lui. Avant même qu'il ait eu le temps de se retourner, des gens dans l'hôpital commencent déjà à mourir. Il est surpris de voir des humains attaquer d'autres humains. Il est si distrait par la scène que Godet en profite pour le pousser vers les bêtes. L'escouade s'enfuit en laissant derrière elle Kedo et les autres personnes qui se débattent. Kedo réalise que les monstres finiront par atteindre la chambre de Mio. Désespéré de sauver sa sœur, il crie sur les zombies et les porteurs pour attirer leur attention et qu'ils le suivent. Efficace, il court vers lui, et il s'échappe donc rapidement. Il court si bien qu'il glisse avec précision sous les canapés qui bloquent le passage. Il attrape alors une béquille en chemin et la leur lance. L'un des zombies trébuche dessus, provoquant une réaction en chaîne où ils tombent tous. Pendant ce temps, une silhouette sombre de l'autre côté d'un vortex observe Kedo. Cette personne mystérieuse se lèche les lèvres en le regardant. De retour à l'hôpital, Kedo voit qu'une femme et son enfant sont sur le point d'être attaqués par un zombie. Il se précipite vers la créature, l'empêchant de blesser ses cibles. Il crie à la femme de courir, et c'est ce qu'elle fait en portant son enfant. Il regarde avec soulagement la femme s'enfuir. Il est si distrait qu'il ne remarque pas quand les zombies le rattrapent et commencent à dévorer son bras gauche. Il est ensuite plaqué au sol alors que d'autres s'amassent sur lui et commencent leur festin. Kedo voit défiler les moments tristes de sa vie, la mort de ses parents, sa vie malheureuse de purificateur. Et au milieu de tout ça, le seul bon souvenir qu'il a est celui où lui et Mio étaient heureux, se tenant la main. Il devient déterminé à s'accrocher à la vie et à trouver un moyen de soigner la maladie de sa petite sœur, quoi qu'il en coûte. À sa grande surprise, sa montre se met soudain à biper, et un portail s'ouvre alors juste devant lui. Il regarde l'alerte sur sa montre et voit, choqué, que le niveau de contamination dépasse 10 290. À cet instant, une silhouette humaine sort du vortex. La personne tient une faux, qui rayonne d'une énergie sinistre. La silhouette balance alors sa faux et Kedo se prépare à l'impact en fermant les yeux. Il les ouvre et réalise qu'il est indemne et que tous les zombies ont été abattus. Après quelques secondes, les corps se réduisent en poussière et se dispersent. Le mystérieux sauveur dit à Kedo qu'il attendait un festin comme lui toute sa vie, et que ce serait un gâchis de le laisser mourir si facilement. Il s'avère que ce sauveur est une femme, et elle l'invite à devenir son hôte. Kedo est si concentré sur la femme qu'il ne remarque pas les zombies et les porteurs qui s'approchent de lui par derrière. La femme claque des doigts, et Kedo entend alors des bruits dérangeants derrière lui. Il regarde en arrière et voit que les zombies et les porteurs ont été empalés et pendus par des protubérances rouges et pointues sorties du sol. La femme traite les monstres de pathétiques perdants pour avoir essayé de lui voler sa proie. Elle les condamne à la peine de mort. Sur son ordre, les protubérances deviennent encore plus pointues, perçant ainsi plus de trous dans les corps des monstres. Elle lève la main, et les pics s'allongent, choquant Kedo. Elle abaisse ensuite sa main, les faisant exploser. Les monstres gisent au sol, entourés de fragments des pics. Kedo regarde autour de lui et voit qu'ils sont maintenant déformés et sans vie. Il regarde la jeune fille, incapable de croire à sa puissance. Elle veut parler avec Kedo, mais voit que l'endroit n'est pas idéal pour cela. Une énergie rouge soulève le jeune homme. Pendant qu'il l'évite, la femme fait de même. Il la fixe avec méfiance et peur. Il est choqué quand la femme passe derrière lui en une seconde et lèche la blessure ouverte sur sa joue. Elle lui dit qu'ils doivent aller quelque part où ils pourront être seuls pour qu'elle puisse l'infecter correctement. Il est à la fois effrayé et confus par ce qu'elle veut dire. En un instant, il est transporté sur le toit. Les blessures sur son visage et ses bras guérissent lentement d'elles-mêmes. Il remarque que toutes ses blessures ont disparu. Le visage de la mystérieuse jeune fille apparaît pour lui dire qu'elle a terminé de l'infecter. Elle se présente également comme étant Tia. Kedo s'inquiète, pensant que cela signifie qu'il va mourir. Tia lui dit alors qu'elle ne le laissera pas s'en tirer si facilement. Quand il lui demande si elle est un porteur, elle explique que c'est elle qui a neutralisé le processus d'omnification du porteur sur lui. Elle précise qu'elle est un virus de niveau supérieur, tandis que les bêtes sans cervelle sont des virus de niveau inférieur. Kedo est intrigué par son pouvoir et la supplie de guérir également sa sœur. Il lui dit qu'elle a été infectée 5 ans plus tôt et qu'elle est hospitalisée depuis. Tia lui demande son nom, et il le lui dit. Cependant, elle révèle qu'elle ne peut pas exaucer son vœu. Elle explique qu'elle a seulement réussi à le guérir parce qu'elle a pris racine dans son corps. En réponse, l'homme la supplie de prendre sa sœur à sa place. Tia apparaît soudainement derrière lui et l'enlace pour lui dire qu'elle ne fera jamais ça. Elle lui dit qu'elle n'a aucune intention de quitter son corps, et qu'il mourra de toute façon si cela devait arriver. Il lui demande ce qu'elle veut de lui. La femme démoniaque se lèche les lèvres en lui disant qu'elle le consumera petit à petit, très lentement, jusqu'au jour de sa mort. Elle le convainc que c'est une bonne nouvelle, car cela signifie qu'elle n'affectera pas sa vie quotidienne,
comparant Kedo à du bétail. Pendant ce temps, Godet est quelque part dans l'hôpital et est furieux contre la personne au téléphone car il a été rétrogradé. Les autres membres du SWAT entendent la conversation et discutent du fait qu'on leur reproche que les porteurs aient tué de nombreuses personnes à l'hôpital. Ils se demandent également comment les porteurs ont soudainement disparu sans laisser de traces. Furieux, Godet va les voir et cherche Kedo. Ils disent à leur capitaine qu'ils ne trouvent pas non plus l'homme. Godet leur dit qu'il accuse Kedo d'avoir attiré les porteurs à l'hôpital. Son humeur effrayante force l'escouade à accepter son évaluation sans discuter. Avec des yeux effrayants, le capitaine jure qu'il tuera Kedo. Juste à ce moment, il remarque Mio qui se promène, et il sourit avec une idée malicieuse. Pendant ce temps, Kedo cherche Mio pour s'assurer qu'elle est en sécurité. Tia sent que quelque chose le tracasse car son corps tremble. Il explique que ses parents ont été tués par des porteurs et qu'il déteste devoir coexister avec l'un d'eux. Tia répond qu'il est injuste de lui en vouloir car ce n'est pas le porteur qui a fait ça. Contrarié, Kedo crie qu'elle est quand même un porteur. La jeune fille sourit, déclarant qu'elle fera en sorte que cela en vaille la peine pour lui. Elle appelle les zombies la pitance et lui rappelle qu'il a été mordu par l'un d'eux. Elle explique qu'une fois qu'une personne devient une pitance, le virus en elle améliore ses capacités physiques et la transforme en monstre avide d'humain. Elle chuchote qu'il est spécial car il a obtenu tous les avantages physiques de la pitance sans leur stupidité. Soudain, la main droite de Kedo se transforme en une forme monstrueuse avec des griffes acérées, le choquant. Incapable de la contrôler, il frappe le mur à côté de lui et le détruit. Tia explique que plus leur connexion s'approfondira, plus il deviendra puissant. Avec un regard diabolique, elle déclare qu'il a maintenant le pouvoir qu'il désire désespérément, celui de tuer les porteurs. Tia réalise que quelqu'un arrive, alors elle redonne à sa main sa taille normale, bien qu'elle ait toujours l'air monstrueuse. Ses coéquipiers arrivent, alors Kedo agit nonchalamment et cache sa main derrière son dos. Les trois coéquipiers lui disent qu'ils sont venus lui dire au revoir. Ils affichent un sourire malicieux en lui disant qu'ils ne peuvent plus le couvrir pour sa responsabilité dans la destruction de l'hôpital. Ils leur crient dessus pour avoir essayé de lui faire porter le chapeau. Il rétorque que comme son rôle a toujours été d'être un appât, ils ne font que l'utiliser à bon escient. Kedo répond qu'il ne sera jamais d'accord avec ça. Ils lui disent qu'ils n'auront d'autre choix que d'utiliser sa sœur s'il n'obéit pas, ce qui met Kedo en colère. Il rit en continuant à dire que sa sœur est avec Godet en ce moment et qu'elle est probablement en train de pleurer. Kedo essaie de passer devant eux et leur dit de s'écarter. Alors qu'un homme lui reproche d'être si arrogant, il le frappe en plein visage. Il le frappe si fort qu'il vole et s'écrase contre le mur. Alors que l'homme inconscient tombe, on voit que le mur derrière lui est très endommagé, et il s'effondre sur le sol dans une position étrange. Les autres se mettent à trembler de peur devant Kedo qui serre son poing monstrueux devant eux, exigeant qu'il s'écarte de son chemin. Kedo ressemble à un monstre aux yeux des membres de l'escouade. Juste au moment où l'un d'eux essaie de parler, il le frappe au visage. Contrairement à avant, il s'assure que son poing reste en contact jusqu'à ce qu'il heurte le mur. Le dernier attrape Kedo par derrière et le met dans une clé de bras. Kedo lui saisit la tête puis le plaque au sol de toutes ses forces. Il court alors vers la chambre de Mio et ouvre la porte violemment, mais voit qu'il n'y a personne. À ce moment, son téléphone sonne et il voit que c'est un appel de Mizuno. Dès qu'il répond, la jeune fille lui dit que Godet a enlevé sa sœur. Elle signale que Godet est sur le parking et lui dit aussi d'appeler la police. Pendant ce temps, sur le parking, Godet porte le corps inconscient de Mio pendant que Mizuno tente de l'arrêter. La jeune fille lui dit que ce qu'il fait est un enlèvement. Godet s'en moque et la frappe avec une force impressionnante. La voyant à terre, il continue de marcher. Il met ensuite Mio sur la banquette arrière de sa voiture. Alors qu'il prend place, il passe en revue son plan pour attirer Kedo au quartier général de l'association. Il se réjouit à l'idée de faire porter à Kedo la responsabilité de son échec. Soudain, Kedo saute de plusieurs étages. Godet voit qu'il tombe d'au-dessus de sa voiture et est surpris quand Kedo le saisit à la gorge. Il le projette ensuite à plusieurs mètres de sa voiture. Pendant ce temps, Tia sourit en le voyant si fort grâce à son pouvoir et est très fière d'elle-même. Kedo détruit davantage la voiture pour vérifier l'état de Mio. La voyant saine et sauve, il cherche Mizuno et la voit inconsciente au sol. Soudain, Godet devient enragé et son visage se transforme. Tia informe Kedo qu'il a été infecté et qu'il est sur le point de devenir un dévoreur. On découvre alors qu'il a été mordu et que tout ce qu'il veut, c'est en finir avec Kedo. Il attaque alors, mais Kedo esquive à plusieurs reprises, le rendant plus frustré et impulsif. Kedo essaie de le raisonner, mais il continue d'attaquer. Kedo bloque sa hache à main nue et demande à Godet ce qu'il a fait pour qu'il le déteste au point d'y mêler sa sœur. Avec un sourire menaçant, Godet répond que la haine n'a rien à voir et qu'entraîner sa sœur et le tuer est juste un moyen de se défouler. Il se moque de Kedo en lui disant que lorsqu'il a enlevé sa sœur, il s'est assuré de lui faire savoir que son frère a un travail qui peut le tuer à tout moment, tout ça pour payer ses frais médicaux. Il a vu l'horreur sur son visage quand il lui a dit que tout était de sa faute. Kedo est tellement en colère que sa poigne fie sur le métal de la hache de Godet. Le capitaine lui donne un coup de pied, mais Kedo ne bouge pas d'un pouce. Il balance à nouveau sa hache avec l'intention d'en finir avec Kedo. Il réalise alors que la lame de sa hache s'est détachée du manche et tombe au sol. Les yeux de Kedo ressemblent à ceux d'un démon alors qu'il fixe Godet,
et il lui donne un coup de poing à pleine puissance dans l'estomac, le projetant en arrière. Ne le laissant pas récupérer, Kedo lui donne immédiatement un coup de pied au visage. La force est si puissante que Godet est envoyé tournoyer comme une toupie dans les airs. Impressionné, Tia commente que l'attaque a dû être très douloureuse. Godet semble maintenant sans vie, alors Kedo s'éloigne. Cependant, le capitaine infecté se met soudain à hurler. Lentement, son corps grandit et se déforme davantage, choquant Kedo. L'infecté continue de hurler, monstrueux dans un nouveau corps gigantesque et rouge. Complètement transformé, il frappe Kedo, qui bloque rapidement, mais est tout de même projeté en arrière avec force. Tia l'informe que Godet a achevé sa transformation en dévoreur et lui demande s'il va achever quelqu'un qui était autrefois humain comme lui. Le monstre s'approche de sa voiture et ouvre grand la gueule en s'approchant de Mio endormi. À la surprise de Tia, Kedo tend son bras droit. Il jette ses lunettes et plaque ses cheveux en arrière. Avec une aura différente, il commence à accumuler une quantité d'énergie dangereuse, alertant le monstre. De cette énergie, il forme la faux de la mort que Tia utilisait auparavant, ce qui plaît à la porteuse. Kedo serre fermement la faux et répond à Tia qu'il s'en fiche, car il traquera n'importe qui pour protéger sa sœur et se prépare au combat contre la bête. Le monstre autrefois connu sous le nom de Godet charge vers Kedo dans une rage aveugle. Tia veut voir comment son hôte gérera la situation tandis que Kedo anticipe l'attaque du monstre. Alors que le monstre approche, Kedo fait tournoyer sa faux, et la lame tranche son bras qui allait frapper. La main coupée se transforme en poussière et disparaît dans les airs. Le monstre pousse un rugissement différent et lance sa deuxième attaque. Kedo l'esquive et continue d'esquiver ses assauts incessants. Tia lui rappelle que les dévoreurs ne ressentent pas la douleur et n'arrêteront donc jamais d'attaquer jusqu'à leur mort. La réponse de Kedo est de passer à l'offensive. Il enfonce le bout de sa faux dans le menton du monstre. Le jeune homme se souvient de tous les abus que Godet lui a fait subir. Cela lui donne la motivation de continuer à blesser le monstre. Il remercie sarcastiquement l'ancien capitaine d'avoir pris soin de lui, puis commence à découper son corps en petits morceaux. Chaque morceau se transforme lentement en poussière et disparaît dans les airs. Plus tard, Mio ouvre les yeux et voit qu'elle est de retour dans son lit d'hôpital, son frère inquiet pour elle. La jeune fille dit qu'elle se sent bien, mais ne se souvient de rien après s'être évanouie. Quand elle lui demande s'il l'a sauvée, Kedo lui dit que c'est Mizuno qui lui a indiqué où la trouver. Son frère mentionne cette femme, et elle demande si c'était la femme qu'elle a vue avant. Elle réalise qu'elle devra remercier Mizuno la prochaine fois qu'elle la verra. Elle s'attriste ensuite en pensant à la façon dont Godet l'a fait se sentir comme un fardeau pour son frère. Kedo la rassure en lui disant que son ancien capitaine a été infecté par un nouveau type de porteur, et qu'il délirait quand il est entré dans sa chambre. Il lui dit avec un sourire de ne pas s'en inquiéter. La jeune fille demande si cela signifie qu'il ne se met pas intentionnellement en danger à cause d'elle, ce qui choque Kedo. Mio pleure en lui disant qu'elle ne se le pardonnerait jamais s'il était blessé. Avec un sourire joyeux, Kedo lui dit que son frère est plus fort qu'elle ne le pense, l'assurant que tout va bien. Mio le regarde comme si son frère était devenu une personne différente, plus confiante. Juste à ce moment, Kedo regarde par la fenêtre et voit des policiers dispersés sur la scène de crime du parking. Il prévient Mio que les choses risquent d'être chaotiques pendant un certain temps à cause de toute cette agitation. Il caresse la tête de sa sœur en disant qu'il doit rentrer à la maison. Avec un sourire, Mio lui dit au revoir. Plus tard, Kedo retourne dans sa chambre, dans sa maison. Tia apparaît alors qu'il s'assoit. Kedo demande qu'ils commencent à parler de leur situation, mais il est distrait en voyant Tia regarder sa collection de magazines pour hommes. Elle change alors de forme pour ressembler davantage aux femmes mûres des magazines. Elle explique que les virus de haut niveau peuvent modifier leur forme, puis feuillette le magazine et note que son hôte est très intéressé par le contenu pour adultes, ce qui trouble Kedo. Elle s'assoit sur son lit et lui demande de continuer ce qu'il essayait de dire. L'homme se ressaisit et demande s'il peut utiliser le pouvoir de Tia parce qu'il est son hôte. La porteuse confirme sa question et explique qu'il est devenu plus puissant que le dévoreur moyen car elle y a ajouté ses propres pouvoirs et capacités. Il demande si cela signifie qu'il peut vaincre des porteurs bien qu'il n'ait pas les capacités des autres purificateurs. Tia explique que lorsque deux virus s'affrontent, le plus fort l'emporte. Kedo est heureux d'entendre cela. Tia gâche son humeur en disant qu'il est encore trop faible et n'a pas ce qu'il faut pour libérer toute sa puissance. Elle précise qu'il n'a eu qu'un aperçu de son pouvoir et qu'il ne deviendra plus fort qu'à mesure que leur lien s'approfondira. Elle lui dit aussi que son espérance de vie diminuera dans le processus, ce qui fait imaginer au jeune homme Mio triste à cause de sa mort. Tia lui dit qu'elle ne le forcera pas. Après tout, son but est de rester avec lui le plus longtemps possible. Kedo lui dit qu'ils doivent garder cela secret pour l'association. Il craint ce qu'il ferait s'il découvrait qu'il coexiste avec un porteur. Il craint par-dessus tout l'interférence des purificateurs de haut rang. Tia ne voit pas comment elle pourrait perdre contre des humains, mais accepte pour sa sécurité. Se penchant dangereusement près de lui, elle lui demande avec un regard séducteur si sa vraie raison est qu'il la veut pour lui tout seul. Le garçon est troublé, ce qui fait soupçonner à la porteuse qu'elle a vu juste. Pendant ce temps, un petit drone volant avec une caméra se trouve juste devant la fenêtre. Plus tard, une explosion signale l'apparition d'un nouveau vortex au milieu d'une ville. Un gigantesque porteur reptilien en sort.
Des purificateurs avec des boucliers tentent de lui faire barrage, mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Pendant ce temps, un avion cargo se trouve dans le ciel. Sa porte arrière s'ouvre pour un homme sur le point de sauter. Après un compte à rebours, l'homme avec une épée immense plonge et tombe. Pendant ce temps, le porteur maîtrise tous les purificateurs qui tentent de l'arrêter. L'armée de défenseurs sans qu'il ne tienne qu'à un fil écrit le nom de Tenno pour qu'il rejoigne la bataille au plus vite. L'homme tombant du ciel ressemble à une étoile scintillante au-dessus du porteur reptilien. Son épée est remplie d'une énergie impressionnante alors qu'il chute vers le monstre. Il atterrit comme un météore sur le monstre. L'impact envoie une onde de choc vers les autres purificateurs. L'homme est révélé à travers la fumée, et il commande qu'il vient d'ajouter une autre légende à sa grandeur imparable. L'homme salue en retour alors que les purificateurs l'acclament. Soudain, la montre de Tenno sonne. Il s'attend à ce que ce soit une autre mission. La montre l'informe du nouveau type de porteurs apparus récemment et du fait que Kedo se trouve en quelque sorte au milieu de tout ça. Tenno juge cette nouvelle mission digne de sa grandeur. Il sourit à l'idée qu'il est sur le point de se retrouver au cœur de quelque chose d'intéressant. Kedo consulte son compte en banque sur son téléphone et voit qu'il est presque à sec. Il est si déprimé qu'il tombe à genoux et hurle qu'il est fauché. Il espère qu'on lui assignera un nouveau poste pour qu'il puisse gagner sa vie. Tia lui demande pourquoi il dépend encore de l'association alors qu'il peut abattre des porteurs seuls maintenant. Kedo lui dit que même s'il peut obtenir seul de précieuses pierres de miasme sur des porteurs, elles ont trop de valeur pour ne pas finir à l'association. Il explique qu'ils en ont besoin pour financer les purificateurs et maintenir la paix. Il ajoute qu'il ne se sentirait pas bien de prendre sa part au passage. Il précise que les pierres de miasme sont le cœur d'un porteur, qu'elles contrôlent le virus et peuvent servir de remède pour Mio. Il jure de ne pas être celui qui perturbera la recherche sur les infectés. Tia lui rappelle qu'il a à peine de quoi se payer à manger, et qu'il n'aura peut-être pas le choix. Le téléphone de l'homme lui notifie qu'il a un email de l'association. Il voit que c'est l'heure de l'évaluation de routine des capacités. Plus tard, Kedo se rend au terrain d'entraînement de l'association. Il reçoit alors un message sur son téléphone l'informant que Mizuno ne participera pas en raison de sa blessure lors de l'incident du parking. Tia demande à quel événement ils assistent, et il explique que c'est une évaluation annuelle des capacités organisées dans chaque district, dont le but est de simuler des scénarios de combat réels pour tester comment un purificateur peut s'adapter à différentes situations. Le rang d'une personne est déterminé par les résultats de ce test. Il explique le système de classement des purificateurs, où ceux du premier niveau sont les meilleurs, tandis que ceux du 5e sont faibles. Apprenant qu'il est classé 6e, Tia le taquine sur le fait qu'il est si inutile qu'il n'est même pas considéré comme 5e. Kedo remarque des gens qui parlent et rient de lui, le 6e rang qui n'a même pas d'immunité spéciale. Il grince des dents alors qu'il se moque de lui, disant qu'il ne sert que d'appât dans les missions. Elle suggère de les tuer, mais Kedo est immédiatement contre. Il reste humble et lui dit qu'il doit se retenir pendant l'évaluation pour ne pas se faire remarquer. Plus tard, l'instructeur dit à tout le monde de porter une veste lestée pour la course d'obstacles. Kedo s'occupe de ses affaires en essayant la veste lestée quand un des types se moque de lui. Il se moque de Kedo car il ne libère pas d'énergie pour améliorer ses attributs physiques comme les autres. L'homme lui dit sarcastiquement qu'il est désolé qu'il ne puisse pas accéder à l'énergie à cause de son manque d'immunité spéciale. Le tyran s'assure de montrer à Kedo son corps brillant d'énergie. Kedo essaie de se préparer pour la course, mais l'homme veut le déranger davantage en mentionnant sa sœur infectée. Kedo contient à peine sa colère, mais l'homme continue de le provoquer en disant que sa sœur serait mieux morte pour ne pas être un fardeau. Ainsi, elle ne souffrirait plus et cesserait d'être un fardeau pour sa famille. L'instructeur annonce qu'ils doivent se préparer à courir. Le tyran lui dit qu'il l'attendra à la ligne d'arrivée. Au moment où l'instructeur appuie sur le signal, Kedo dépasse tout le monde, les choquant. Il se retrouve sur une route verticale construite comme une immense plateforme, et il saute par-dessus. Tout le monde, y compris le tyran, est bouche bée. Alors que Kedo plonge, Tia lui demande pourquoi il ne se retient pas comme il l'avait dit. Avec des yeux montrant une colère bouillonnante, Kedo lui dit que son nouveau plan est de laisser tout le monde sur place. Pendant ce temps, Tenno est au sommet d'une colline près du terrain d'entraînement et observe attentivement la course. Kedo continue de surmonter tous les obstacles qui se dressent devant lui. Il traverse la partie forestière où les spectateurs prédisent qu'il devra ralentir à l'étang, les appuis flottant sur l'eau étant espacés de 3 mètres. Cependant, la portée du saut de Kedo est si grande qu'il évite les appuis et atteint l'autre côté de l'étang, au grand choc des spectateurs. Beaucoup de spectateurs ont commencé à l'encourager. Il franchit la ligne d'arrivée et il l'acclame. Alors qu'il essaie d'enlever sa veste lestée, le tyran l'accuse de tricher avec de faux poids. En représailles, Kedo lui lance les poids, le faisant tomber au sol, à bout de souffle. Kedo passe à l'épreuve du test de force au marteau et frappe la cible avec une telle force qu'elle brise le sol. La balle dépasse le sommet du poteau et s'envole dans le ciel. Il passe ensuite au champ de tir sur cible où tout type d'arme de jet peut être utilisé pour toucher une cible à distance. Les cibles sont des mannequins de porteurs et de passants innocents dispersés. Kedo lance une balle vers une cible. Elle frappe et perce le mannequin de porteur. Les gens sont impressionnés. Beaucoup de choses ont changé chez lui. Cependant, la balle ne s'arrête pas et frappe le poteau métallique lointain d'un tableau d'affichage,
faisant tomber la structure et choquant tout le monde. La structure explose à l'impact avec le sol, impressionnant Tia. Ceux qui se moquaient de Kedo tremblent maintenant au sol, le traitant de monstre. À ce moment, Tia sent un danger et en avertit Kedo. Soudain, quelque chose descend à toute vitesse du ciel comme un météore et se révèle être une épée que Kedo parvient à saisir avant que la pointe ne le touche. Une personne mystérieuse met le pied sur l'épée plantée. Kedo le reconnaît comme un purificateur impérial de première classe. Comme un signal, tout le monde acclame le célèbre Tenno qui défie la nouvelle étoile. L'homme prononce le nom de Kedo, lui faisant comprendre qu'il sait qui il est. Tenno lui dit qu'il a piqué son intérêt, et il défie Kedo en duel. Tenno descendit au sol et reprit calmement sa lame des mains de Kedo. Il dit que le jeune purificateur doit avoir une idée de qui il est. Impossible de ne pas le savoir, car il est l'un des 7 purificateurs de première classe. Ils possèdent une immunité extraordinaire et sont capables de trancher des montagnes d'un seul coup. Celui qui lui fait face est le recordman des chasses aux grands porteurs, l'ogive humaine, et l'homme aimé des dieux. Plein d'amour-propre, Tenno Flashley dit qu'il évaluera lui-même le jeune homme. Bien que ce soit un honneur, c'est aussi une tâche ridicule et impossible de combattre un guerrier de si haut rang. Traînant sa grande épée au sol, il tire un petit couteau du pommeau, disant ne pas vouloir se donner à fond contre un simple purificateur de 6e rang. Bien qu'il soit sans aucun doute fort, les spectateurs n'en croient pas leurs yeux qu'il compte se battre ainsi. En regardant la petite dague, Tia ne peut s'empêcher de se sentir sous-estimé. Cela dit, s'il ne faisait pas ça, le combat ne serait pas juste du tout. Affronter le meilleur purificateur était une tâche intimidante, sa présence écrasante suffisant à faire plier la plupart des gens. La pression était palpable, et tous les instincts de Kedo hurlaient d'alerte. Souriant d'un air menaçant, Tenno lui demanda s'il allait se battre sans armes. Bien qu'il ne se batte normalement pas armé, il prend une épée sur la table, sachant qu'il se fera battre s'il refuse de se défendre. Une fois les deux prêts, le prodige est enveloppé d'éclairs et d'énergie. Il fait le premier pas, manœuvrant et enfonçant rapidement sa lame dans l'adversaire. Réalisant le danger, les autres participants ont fui pour sauver leur vie. Kedo a essayé de faire de même, courant de côté pour éviter le purificateur. Cependant, il le rattrapa rapidement, se plaignant qu'il n'était pas là pour jouer à chat. Ils s'affrontent à nouveau, et le choc suffit à briser l'épée d'acier. Il a réagi aussi vite que possible et a rapidement récupéré une arme de remplacement, faisant maintenant face à l'adversaire. Tenno sourit de plaisir, reconnaissant sa vitesse de réaction et ses yeux vifs. Il déchaîne un barrage de coups, disant que ce n'est pas vraiment un combat s'il continue de fuir. Même Kedo reconnaît que c'est à sens unique et s'interroge sur l'intérêt d'une telle bataille. Cependant, comme il l'a dit plus tôt, il a piqué l'intérêt du meilleur purificateur. Les mots ne le satisferont pas, lui qui croit que la vraie compréhension ne peut être atteinte qu'en croisant le fer avec quelqu'un. C'est une croyance complètement ridicule, et toute personne saine d'esprit serait d'accord. Bien que le 6e rang tente de riposter, sa lame est facilement attrapée entre les doigts de son supérieur. Il est abasourdi par l'écart entre eux, surtout quand Tenno brise la lame en deux, lui disant de prendre leur combat au sérieux. Kedo saute en arrière, prenant de la distance pour réfléchir. L'homme qu'il affronte n'est même pas comparable à Godet, même quand il était un porteur. Cherchant des solutions, il attrape un énorme objet à proximité. Grinçant des dents, il utilise toute sa force pour le soulever et le balancer. Les projecteurs qu'il a cassés juste avant. Tenno le regarda avec un léger étonnement, ne s'attendant pas à ce qu'un objet aussi énorme s'écrase sur lui. Le porteur halète, épuisé d'avoir dépensé son énergie. Cependant, Egantia ne peut s'empêcher de reconnaître la puissance de l'humain qui arrête les projecteurs d'une main. Il s'attendait à ce que les purificateurs de première classe soient forts, mais c'était trop. La différence de puissance était incomparable, et sa simple aura était suffocante. Rejetant les lourds projecteurs, Tenno demande combien de temps il va se retenir. Kedo se met à transpirer et prétend ne pas savoir de quoi il parle. Alors que la poussière du combat se dissipait, le purificateur disparut. En un instant, il apparaît près de son oreille et dit qu'il était bien plus fort quand il a vaincu Godet. Il se retourne par instinct, mais sent un pied s'écraser sur son dos. Le jeune homme s'écrase le visage contre le sol. Puisqu'il refuse d'être honnête, le purificateur de haut rang n'a d'autre choix que de le signaler à l'association. Finalement, Kedo admet ne rien pouvoir révéler, mais ajoute qu'il a ses raisons pour se retenir. Tenno lui demande d'expliquer pourquoi il est devenu un purificateur. La réponse est simple, il doit trouver un moyen de guérir sa sœur infectée. En d'autres termes, il cherche la pierre de miasme, ce qui est un motif plutôt raisonnable. Tant que c'est pour Mio, le jeune homme est prêt à risquer sa vie chaque jour. Après un moment de silence menaçant, Tenno lui lança soudainement la dague, lui effleurant à peine la joue. Il dit qu'il compatit avec le pauvre frère. Cependant, en tant que purificateur de première classe, il a des responsabilités à assumer. Le voyant ramasser sa grande épée, le jeune homme se demande ce qu'il peut faire à cette distance. Soudain, Tia intervint pour la première fois, lui disant urgemment de s'enfuir. Tenno frappa avec un regard diabolique, et l'entaille d'énergie creusa le sol, dévorant tout sur son passage. Le corps de Kedo esquiva instinctivement après avoir entendu l'avertissement de sa porteuse. Du ciel,
ils voient la destruction insensée causée par un seul coup. Avec une force cachée et la volonté de risquer leur vie pour un but, ces gens sont les plus susceptibles de sombrer dans les ténèbres. Incapable de laisser cela se produire, Tenno chargea à nouveau, prêt à éliminer la menace sur le champ. Il frappa, demandant à l'ennemi de ne pas le prendre personnellement. Lors du choc, le purificateur vit sa lame complètement arrêtée, bloquée par quelque chose de solide. Le capteur à son poignet bipa et clignota rapidement. Enfin, il est prêt à montrer sa vraie force. Un panache rouge flotta dans l'air alors que Kedo apparut sous sa forme infectée, se défendant avec la faux démoniaque. Dans une salle de surveillance faiblement éclairée, on visionnait l'enregistrement du combat de Kedo contre Godet. Voyant l'apparence étrange de l'humain, Tenno confirme que personne d'autre n'a vu l'enregistrement. Comme cela sèmerait le chaos si ça devenait public, il le prend personnellement en charge pour le moment. Le garde est informé que toute fuite d'informations est interdite. Avant de partir, il regarda à nouveau l'enregistrement, fixant le regard démoniaque du jeune homme. Maintenant qu'ils s'affrontent, c'est exactement comme il s'y attendait, et la puissance dépasse de loin l'immunité spéciale commune. Comme il ne peut pas tout à fait comprendre, il demande à Kedo d'expliquer pourquoi le facteur de contamination était détecté sur lui. Ils continuèrent de se mettre la pression en silence. Tenno soupira, résigné. Déçu par le silence, il repousse le jeune homme en essayant de simplifier la question. Il lui demande sans détour s'il est un porteur. C'est rapidement nié, alors il lui demande s'il est lié à un porteur d'une manière ou d'une autre. Pris la main dans le sac, il redevient muet, mais le silence est un aveu suffisant. Maintenant déterminé et avec une raison de plus, Tenno augmente sa puissance et frappe sans pitié avec sa lame. L'éclat dans ses yeux changea, et Kedo parvenait à peine à suivre avec l'aide du pouvoir de Tia. Il bloque pour l'instant, mais les mouvements du purificateur étaient plus féroces et rapides que lorsqu'il utilisait une dague. Pendant ce temps, les badauds s'enfuirent, confus, trop effrayés pour s'approcher. Tenno sourit en voyant sa cible reculer, impressionné par les mouvements qu'il voyait. Cependant, il ajoute qu'il gaspille toute cette puissance. Pendant ce temps, Kedo n'avait pas le temps de s'en soucier, car il était progressivement acculé. Comme s'il lisait dans ses pensées, le purificateur de haut rang dit d'un air menaçant qu'il ne doit pas penser à lui échapper. La réalité de la situation le frappa, et tout ce qu'il put faire fut d'appeler le purificateur et de plaider qu'il n'était pas leur ennemi. Cependant, s'il prétend être un allié de l'association, alors il n'a aucune raison de le cacher. Son regard se tourna solennellement vers le sol. S'il découvrait ses pouvoirs de porteur, il serait exécuté sur le champ. Malheureusement, s'il lui arrivait quelque chose, sa sœur mourrait certainement. À cause de cela, il ne peut laisser personne se mettre en travers de son chemin, même si c'est l'association. Comprenant, Tenno s'immobilisa et fit à nouveau claquer sa lame. Il chargea, atteignant l'ennemi en un instant. Il bouge encore plus vite maintenant qu'il comprend mieux à quel type de personne il a affaire. Alors que Kedo tremblait au sol, le purificateur partagea sa théorie. Si les humains peuvent dépasser leurs limites, c'est toujours lorsqu'ils doivent protéger un être cher, exactement comme il le fait pour sa sœur. De plus, il croit que ceux qui peuvent faire cela sont des gens dignes de sa confiance. Tenno leva sa lame, disant qu'il testerait la valeur du jeune homme avec son prochain coup. S'il ne veut pas perdre l'avenir de sa sœur, il doit riposter avec toute la puissance de son corps. Le voyant propulsé par son arme, même Tia est intéressé par la lame qui lui permet de voler sans elle. Soudain, Kedo l'appela sérieusement et dit à la porteuse de le dévorer. Cependant, cela aura des répercussions mortelles, et elle confirme qu'il en est conscient. Son espérance de vie raccourcira, mais c'est mieux que de mourir et de laisser Mio sur le champ. Souriant devant sa décision et sa détermination, elle s'agrippa à lui, disant qu'elle devait exaucer les vœux de son hôte. Sur ce, elle lui mord le cou, et il sent immédiatement l'infection se propager dans son corps. Grimaçant, il encaissa sans broncher. De l'autre côté, Tenno plongea du ciel, prêt à abattre sa lame. Son capteur s'affola, et la valeur de détection se mit à grimper en flèche, comme un météore s'écrasant sur la terre. L'énergie bleue fusa vers le bas. Tia termine son repas juste à temps et se retire alors que le niveau de contamination de son hôte atteint 1000. Il débordait de puissance démoniaque, mais le chiffre continuait de monter. Donnant tout ce qu'il avait comme on le lui avait ordonné, il brandit son énorme faux, affrontant de plein fouet le météore bleu. Les deux purificateurs s'affrontèrent, se repoussant mutuellement avec leur puissance. Il montra une grande résolution et une grande force, mais Kedo commença à s'enfoncer dans le sol. De son côté, Tenno sourit, ne pouvant nier que c'était juste. La scène se brise en morceaux alors que le purificateur de haut rang l'écrase de sa puissance. Il avança à travers la poussière et la fumée, regardant l'ennemi qui le fixait avec des yeux désespérés. Une petite lame effilée comme un rasoir apparut dans la main de Kedo. L'adversaire leva sa grande épée, mais il fut plus rapide, le prenant par surprise. La petite lame grandit, se transformant en une sorte de faucille alors qu'elle se dirigeait rapidement vers la tête de la cible. Cependant, Tenno prouve une fois de plus l'écart entre eux en réagissant assez vite pour invoquer un bouclier et bloquer l'attaque surprise. Étonnamment, le bouclier se brise et le jeune homme, consumé par son objectif, frappe de nouveau immédiatement. Disant que cela suffisait,
Tenno arrête facilement l'attaque. Avant que Kedo ne puisse réagir, il lui assène un coup de poing dans le ventre, annulant la transformation du jeune homme. Portant tout son corps, il lui dit d'être fier car il est un homme digne de confiance. Kedo grimaça en reprenant conscience et une voix familière l'appela avant même qu'il ne soit tout à fait réveillé. Tenno était assis en face de lui, l'observant et disant qu'il n'y avait pas besoin d'être si méfiant. S'il avait prévu de se débarrasser de lui, il l'aurait fait depuis longtemps, mais il n'était même pas attaché. Cela dit, toute tentative d'évasion serait inutile car ils étaient dans un hélicoptère, au-dessus de la mer. Ils se dirigent vers Tokyo, le quartier général de l'association spéciale de purification. Kedo panique, criant qu'il a vraiment l'intention de le tuer. Le livret revient au même, mais Tenno rétorque qu'il n'a jamais dit qu'il le livrerait. L'association l'a convoqué, et c'est tout. Après tout, il a causé tant de destruction lors du test d'évaluation des capacités, bien que la moitié soit due au plus haut gradé. De plus, il veut que Kedo explique l'incident de l'hôpital de son point de vue personnel. S'il y a quelque chose qu'il ne peut pas dire au quartier général, il peut le lui dire en toute confiance sur le champ. Ainsi, il raconte son histoire comme demandé. Tenno comprend que Tia, filmée par la caméra, est une porteuse et que ses capacités physiques accrues doivent être les effets secondaires du fait d'être son hôte. Même lui ne comprend pas encore tout, alors elle estime ne pas cacher d'informations exprès, mais ne voit juste pas l'utilité de les partager pour le moment. Tenno demande si elle peut se montrer à lui, mais la porteuse refuse catégoriquement. Elle sent qu'il ne s'entendrait pas et ajoute qu'elle n'aime pas son attitude arrogante. Bien que Kedo dirait qu'ils sont similaires, il minimise son refus, disant qu'elle est sûrement trop gênée pour rencontrer quelqu'un de si beau. Étonnamment, cela fonctionne, et le purificateur suffisant dit qu'on ne peut rien y faire. Indépendamment de la situation, se rendre directement au quartier général est un trajet angoissant. Tenno lui dit de se calmer, promettant qu'il a un plan. Peu après, l'hélicoptère atterrit et les deux hommes entrent dans le bâtiment. Kedo reçoit un dernier avertissement de ne pas révéler la vérité sur sa coexistence avec une porteuse. Après tout, l'obsession d'un certain homme pour ces questions suffit à le faire frémir, lui aussi. En arrivant, il frappe à la porte et on leur dit d'entrer. Tenno commence par s'identifier, disant qu'il est là pour rapporter l'enquête sur le nouveau porteur apparu dans la préfecture de Saitama. La salle de conférence était pleine, et en bout de table siégeait le président Kuzuki, dont la présence était bien plus écrasante en personne qu'à la télévision. Le chef à l'allure robuste a félicité Tenno pour son bon travail et a demandé à entendre son rapport immédiatement. Disant qu'il a affronté le porteur, il ajoute qu'il était accompagné de Kedo et lui cède la parole. S'identifiant à voix haute, Kedo les salue tous. Cependant, le président note qu'il est de 6e classe, et les autres rient de son immunodéficience spécifique. Les ignorant, il poursuit sur les caractéristiques du nouveau porteur, qui transforme les infectés en berserkers agressifs, qui causent ensuite des infections secondaires. Ce n'est pas seulement quelque chose qu'il a appris de première main, mais cela vient en fait directement de Tia. Quant à la résolution, il dit qu'une bouteille d'oxygène a explosé par coïncidence et a éliminé tout le monde d'un seul coup. Les vieillards commencent à paniquer à propos des porteurs qui annulent l'immunité spéciale. Plus important encore, le fait que les personnes infectées puissent aussi en infecter d'autres est une information cruciale. Il croit que le trait unique de Kedo a attiré les porteurs en un seul endroit, permettant leur élimination simultanée. Il le félicite pour son bon travail, car c'est un miracle qu'il soit encore en vie. Cependant, le président est pleinement convaincu qu'il y a quelque chose qu'il ne leur dit pas. L'aura de Kuzuki met la pression sur tout le monde dans la pièce, et ils peuvent à peine garder la tête haute. Kedo fait de son mieux pour tenir bon et s'en tenir au plan sans hésitation. Il évite leur regard et, comme il l'a répété, admet avoir été blessé par un porteur au combat. Les hommes à l'intérieur reculent, sachant qu'il n'a pas d'immunité et qu'il peut les blesser. Le jeune homme affirme alors qu'il n'a curieusement développé aucun symptôme. N'ayant pas les mots pour s'expliquer davantage, il se tourne vers son partenaire pour du soutien. Tenno est alors intervenu, disant qu'il avait quelque chose à leur montrer. Il clique sur sa montre et présente les résultats du test de capacité. Tandis que les autres à l'aide de choc et de scepticisme, le plus haut gradé garantit qu'il n'y a eu aucune tricherie. Les résultats de Kedo montrent une amélioration drastique et impressionnante de son activité physique. Ainsi, sa théorie est que l'exposition au nouveau virus a manifesté quelque chose de différent de l'immunité spéciale. Si c'est vrai, cela signifie qu'il y a une toute nouvelle chance pour l'humanité. En un instant, un nouvel espoir a rempli la pièce, exactement comme Tenno l'avait prévu. Si l'on veut tromper quelqu'un, mélanger un peu de vérité au mensonge fonctionne le mieux. En faisant ce qu'ils ont fait, ils ont pu augmenter la valeur de son existence et l'ont rendu indispensable. Il a compris, mais ce n'était que la première phase de leur plan. De plus, il ne comprend pas pourquoi le plus haut gradé l'aide, car livrer l'infecté à l'association serait dans le meilleur intérêt de celle-ci. Avec un regard d'acier, Tenno se leva et lui dit de ne pas se méprendre. Il a arraché l'emblème de l'association de son épaule, disant que la seule chose à laquelle il s'allie est la justice elle-même. De plus, il décide par lui-même de ce qu'il croit être juste et équitable. En entendant cela, Kedo se souvint de sa sœur, qu'il appelait fièrement un héros de la justice.
On lui dit de faire aussi ce qu'il pense être juste. Tant que leurs valeurs et leurs idées de la justice ne s'affrontent pas, il est prêt à donner un coup de main. Le jeune homme s'inclina en signe de gratitude. On lui dit qu'il est bien trop tôt pour le remercier, mais il a déjà fondu en larmes. De retour dans la salle de conférence, Tenno explique que contrairement à ceux dotés d'une immunité spéciale, Kedo est capable d'accepter pleinement le virus et de le transformer en son propre pouvoir. Selon la façon dont on voit les choses, il peut être un sujet précieux capable de se lier d'amitié avec les porteurs. Cependant, une femme se lève en entendant cette déclaration, refusant de laisser passer ça. Une autre purificatrice de première classe, Rina, les fusilla du regard. Son regard lui a donné des frissons dans le dos, et il l'a trouvée encore plus effrayante que le président. Elle s'est approchée d'eux, disant que c'est comme s'il prônait la cause des porteurs. Les vieillards baissèrent la tête alors qu'elle leur rappelait les dégâts causés par ces monstres. Pour elle, il est dégoûtant ne serait-ce que d'imaginer l'idée de coexister avec de telles créatures. S'imposant, elle fait face à Tenno et exige que Kedo soit exécuté immédiatement. Ils se disputent, l'un identifiant le jeune homme comme une victime et l'autre s'en moquant éperdument. Leur voix s'élève à chaque réfutation, poussant Kuzuki à les faire taire tous les deux, disant que des officiers de première classe ne devraient pas se battre. Ne voulant pas non plus que les choses dégénèrent, Tenno dit qu'il a une proposition. Il reconnaît les préoccupations de Rina, car le manque de précédent ne garantit pas que Kedo ne perdra pas le contrôle. Donc, jusqu'à ce qu'il puisse confirmer sa nature docile, il se porte volontaire pour prendre la garde de l'infecté. Après un moment de réflexion, Kuzuki ne peut nier que cela semble être une bonne idée, et les autres sont rassurés avec le purificateur de première classe qui surveille. Ses talents de persuasion sont incroyables, car il a utilisé l'argument de ses pairs pour tourner la situation en sa faveur. Ils sont sur le point d'approuver la décision quand Rina s'y oppose une fois de plus, insistant sur le fait que les deux semblent avoir une relation proche. Ceci dit, elle doute qu'il puisse prendre une décision objective en cas de crise. Interrogée sur une autre option, elle se porte alors volontaire pour surveiller l'infectée elle-même. Après la réunion, Tenno s'excuse, disant qu'il ne s'attendait pas à ce que les choses se terminent ainsi. Plus que cela, Kedo a demandé à en savoir plus sur Rina car il ne l'a même pas vue aux informations. Pour faire simple, on l'a surnommée la tueuse de porteurs, plus monstrueuse que les infectés eux-mêmes. Il a marché avec sa nouvelle superviseure. Son escouade opère exclusivement à Tokyo, et il travaillera avec eux pendant quelques jours. En d'autres termes, il doit rester en contact à tout moment. À sa grande surprise, elle s'excuse soudainement d'avoir été irréfléchie. Elle n'a aucun ressentiment personnel contre lui et a réagi de manière excessive aux paroles de Tenno plus tôt. Un soulagement l'envahit. Tant qu'il ne se lie pas au porteur, elle n'agira pas, ce que Tia, qui intervient, qualifie de drapeau rouge. Rina le laisse figé, disant qu'elle le présentera bientôt à l'escouade car ils se rassemblent pour une mission. En pensant aux membres de l'escouade, il imagine un groupe excessivement guindé et correct. Alors qu'il se demandait quel genre de personnes ils étaient, elle ouvrit la porte, s'excusant d'avoir fait attendre tout le monde. À sa surprise, un étrange mélange de personnes l'accueillit. S'adressant à la capitaine, une fille nommée Yaji demande si elle est avec un nouveau. Répondant à sa question, Rina a présenté le novice, précisant qu'il est un purificateur de 6e classe. Natsu explose de surprise, n'arrivant pas à croire qu'il y ait un rang en dessous du 5e, mais Sumo a en fait entendu parler de lui. Seiya demande alors pourquoi il est là, croyant déjà qu'il sera un membre inutile. Cependant, au lieu de Kedo, c'est Tia qui est offensé et suggère de tuer l'homme impoli. Il crie non par instinct et rougit en réalisant qu'il a crié sur toute la pièce. Confus, il se demande si quelque chose ne va pas chez lui. Rina explique alors qu'il devait aller dans l'escouade de Tenno avant qu'elle n'insiste pour le prendre elle-même. Les 4 membres ouvrent de grands yeux, stupéfaits. Elle s'éloigne après leur avoir dit de faire les présentations, car il se joindra à la prochaine mission. Les membres éclatent de colère, exigeant de savoir quelle est sa relation avec elle et menaçant de le blesser en fonction de sa réponse. Il lève les bras en signe de reddition, affirmant ne même pas la connaître très bien. Pendant que Rina faisait son travail, Yaji était déconcertée qu'ils ne connaissent pas leur capitaine. Elle dit avec enthousiasme qu'ils ratent les meilleurs moments de la vie, ce que les 3 autres approuvent. Soudain, leur indignation s'estompe, et ils se jettent tous sur le purificateur de haut rang. Natsu essaie de raconter comment elle lui a sauvé la vie, mais on lui dit qu'il la raconte trop souvent. C'est au tour de Seiya, qui s'extasie sur la séduction naturelle qui émane d'elle. Insultée par ces mots, Tsum insiste sur le fait que son vrai charme réside dans son intelligence. Yaji les fait tous taire, les traitant de superficiels avant de sortir son téléphone. Elle va leur montrer une vidéo de la capitaine parlant à un chaton d'une voix mignonne et rare. L'écran la montre roucoulant doucement avec un chaton et parlant d'un ton mielleux. Les hommes fondent en larmes tandis que Yaji brandit fièrement son téléphone. Cependant, l'enregistrement est coupé par une longue pièce de métal qui transperce l'appareil, le plantant dans le mur à côté de Kedo. Il se retourne, choqué, et voit que Rina leur a lancé un sabre. Elle était rouge et tremblait de honte, disant qu'elle confisquait la vidéo. L'enregistrement. L'équipe s'excuse précipitamment, s'inclinant profondément alors qu'elle brûle de colère et de frustration. À ce moment,
un vieil homme se joint à la conversation, leur disant de garder leurs bêtises pour plus tard. Tora, l'ancien vice-capitaine de l'escouade, annonce qu'ils doivent partir. Peu après, ils se retrouvent à explorer la forêt. La zone a un niveau de contamination de 5000 et est considérée comme une menace modérée. Une autre escouade a déjà tenté de nettoyer la zone, mais les porteurs sont extrêmement prudents. Leur nombre doit être faible s'ils se cachent, mais c'est la première fois qu'ils observent ce comportement. De plus, la fréquence d'apparition des tunnels augmentait également. À ce moment, Kedo se présente au vice-capitaine, disant qu'il n'a pas pu le saluer plus tôt. Ils échangent des politesses, mais Tora met fin aux amabilités, disant qu'il ne fera que son travail, rien de plus. S'il essaie de se mêler de sa vie personnelle, il n'hésitera pas à mettre fin aux questions de façon permanente. Sur ce, la nouvelle recrue réalise que l'escouade est composée d'excentriques. Quant à leur plan, traquer les porteurs n'est pas une option. Soudain, une bête énorme charge Natsu, avec son corps imposant et ses griffes acérées. Ce ne fut pas un problème car Tsum réagit immédiatement, armant son arbalète et tirant dans le genou de l'ennemi. Elle hurle de douleur et tombe rapidement au sol, vaincue. Cependant, un autre porteur les attaque par derrière en rugissant et en hurlant. Seiya s'apprête à s'en occuper, mais Tsum tire aussi sur celui-ci, disant que c'est premier arrivé, premier servi. Leur chamaillerie est interrompue car la cible continue de charger, comme si elle n'avait pas un trou dans le corps. Il est plus coriace que prévu, mais ce n'est pas le seul. Pendant que leur attention était détournée, la bête précédente atteint l'archer, lui serrant fermement la jambe. Elle a rampé jusqu'à lui. Yaji crie alors qu'un autre ennemi arrive d'en haut, sur le point d'écraser le purificateur immobilisé. Il n'y avait pas d'échappatoire, et il ne pouvait que crier de panique, à quelques instants de perdre un camarade. À ce moment, quelqu'un se perche sur l'épaule de Natsu. L'utilisant comme plateforme, Kedo s'élance dans les airs, juste au-dessus de la bête, les mains jointes. Son aura était menaçante, et une énergie démoniaque jaillit alors qu'il s'abattait, projetant les bêtes l'une contre l'autre. Tous étaient choqués et impressionnés, incapables de croire à cette démonstration de puissance brute. Cependant, le travail n'est pas terminé, et le purificateur de 6e classe regarde sur le côté, où il voit l'ennemi se rapprocher de Seiya. Comme précédemment, un autre plonge d'en haut après avoir acculé leur cible. Ils s'immobilisent sous le regard menaçant de Kedo, et leurs attaques échouent, paralysés par son intention meurtrière. Poursuivant son action, il saisit l'une des bêtes vaincues et vise les porteurs tremblants. Il bombe le torse et lance leur compagnon d'une seule main. Ils ne bougent pas assez vite et sont projetés au loin, heurtés par le corps massif. Reprenant enfin leurs esprits, les purificateurs restants passent à l'action et portent le coup de grâce pour achever le combat. Ainsi, ils renversent le cours du combat et remportent la victoire. Tandis que Kedo souriait, ravi du résultat, les autres le regardaient avec incrédulité. Ses mouvements à l'instant étaient monstrueux, surtout pour quelqu'un sans immunité spéciale. Ils sont si choqués qu'ils se demandent même s'il est plus fort que leur capitaine. À ce moment, Tora interrompt leurs pensées, louant les mouvements du jeune homme. Il demande si leurs capacités ont quelque chose d'anormal, et il confirme qu'elles fonctionnent comme d'habitude. Cela signifie au moins qu'ils affrontent l'ancien type de porteurs, pas les nouveaux. Les autres cachés dans les arbres sont les mêmes. Ils étaient censés être difficiles à trouver, et leur comportement agressif ne peut être dû qu'à une chose. Tia confirme joyeusement que tout cela est dû à la présence de Kedo. Les porteurs de l'ancien type ne sont pas un problème, mais ils ont l'impression que quelque chose cloche. Au plus profond de la grotte, une énergie sinistre se préparait. La deuxième vague de porteurs charge, et l'un d'eux est immédiatement projeté en l'air par un coup de pied de Kedo. Le voyant vaincu d'un seul coup, les autres sont à nouveau stupéfaits par la force brute du nouveau venu. Qu'il soit de 6e classe est incroyable, et il est possible qu'il soit en fait plus fort que la capitaine. Yaji rejette ses pensées, les qualifiant de ridicules bien qu'elles soient presque d'accord. À ce moment, un groupe bondit sur elle, mais ils sont tous découpés en morceaux en un instant. Rina les fauche tous, dissipant les doutes sur sa force, et leur rappelle qu'ils sont en territoire ennemi. Elle ouvre la voie, leur disant de rester concentrés. Ils n'ont même pas pu voir ses mouvements, et les 4 se réjouissent, assurés que leur capitaine est bien la plus forte. Bientôt, le 20e ennemi tombe, et bien qu'ils espèrent que ce soit le dernier, les chiffres ne collent pas. Tous ceux qu'ils ont abattus avaient un niveau de contamination d'environ 100, mais la zone est censée être à 5000. En d'autres termes, il devrait en rester environ 3000. Kedo demande son avis à Tia, qui lui assure que les porteurs sont là. Cependant, au lieu de multiples ennemis, il n'y a qu'un seul puissant ennemi final caché dans le noir. Il se souvient de sa discussion avec Godet sur le plus haut niveau enregistré, qui était de 1800. La dangereuse prise de conscience le frappe, et sa porteuse aggrave les choses, disant que l'ennemi ne se cachait pas vraiment. Soudain, le sol sous Yaji se fissure et s'effondre. L'énergie sinistre jaillit, et Kedo réussit de justesse à l'emmener en lieu sûr. Un être semblable à un dieu sort de terre, dominant les purificateurs, il était là depuis le début. Plusieurs autres jaillissent, l'un d'eux ciblant Tsum, prenant le corps du jeune homme dans sa gueule. Avant même qu'il puisse réagir, ses mâchoires se referment et avalent tout rond le purificateur surpris. Tia ricane légèrement,
plaisantant que ce doit être le genre à savourer son repas. Kedo la gronde de rire, et les autres membres chargent pour sauver leurs camarades. Remplis de rage et du désir de sauver leur ami, ils déchaînent leur pouvoir et attaquent l'ennemi de toute leur force. Cependant, leurs armes ne font presque rien, le corps principal restant solide et intact. De la contamination suintait, comme pour guérir les parties qu'ils venaient de frapper. Les deux crient, surpris et sceptiques, ne comprenant pas du tout ce qui se passe. Le monstre pousse un cri strident, et le vice-capitaine est le premier à réaliser qu'ils affrontent le nouveau type de porteur. Pendant ce temps, Rina s'élance, sa lame à la main. Se déplaçant parmi les innombrables appendices au sol, elle découpe tout en morceaux, les tranchant avec aisance. Kedo est surpris et confus de voir que les dégâts n'ont pas été annulés. Tia explique qu'ils l'étaient, mais l'énergie autour de son arme est si dense que l'annulation ne peut pas suivre. Voyant sa capitaine à l'œuvre, Tora se met aussi en mouvement. Le corps principal est sûrement sous terre, alors il lève sa hache, l'imprègne d'immunité spéciale et l'abat de toutes ses forces. Une énergie sombre émane de l'endroit qu'il a percé. Sa puissance commence à se déchaîner, et enfin, le véritable ennemi commence à se montrer. Une liane jaillit, ciblant le jeune homme encore vulnérable car il porte Yaji. Heureusement, il réagit à temps et parvient à s'enfuir. La liane le poursuit, le suivant comme un projectile à tête chercheuse. Kedo dépose donc la jeune femme pour l'instant et se retourne pour riposter. Il saisit fermement l'appendice et tire pour extraire l'ennemi. De toutes ses forces, il serra les dents en tirant. Bientôt, il réussit et force l'ennemi à sortir. Tia sourit, disant que c'est sans doute sa première apparition dans le monde des humains. Il était humanoïde, mais monstrueux, avec plusieurs dionnées sortant de son corps. La puissance du virus émanait de ce porteur de rang intermédiaire jamais vu. Terrifié, il vérifie son niveau de contamination et se fige quand les radars affichent plus de 3000. Il est impensable qu'une telle puissance puisse exister dans un seul corps. Kedo se demande alors s'il doit lui aussi révéler son pouvoir. Ils interpellent Rina, lui rappelant que Sumu est toujours à l'intérieur. Le regard déterminé et concentré, elle se prépare et fonce à une vitesse incroyable. Tia explique alors la plus grande différence entre les porteurs de bas et de moyen rang. La force brute en fait partie, mais ceux de rang intermédiaire sont intelligents. Alors que la capitaine allait frapper, le visage de Tsuma jaillit du corps de l'ennemi, hurlant, les yeux exorbités. La concentration de Rina s'effondre en voyant l'état de son subordonné. Tora l'interpelle, lui reprochant sa déconcentration, mais l'ennemi s'apprêtait déjà à frapper. Toujours figé, le vice-capitaine la pousse à l'abri, sacrifiant son corps à sa place. Un coup l'envoie s'écraser contre un arbre, et le vieil homme est aussitôt hors de combat. Un frisson glacial parcourt la capitaine d'ordinaire si calme, mais le porteur attaque de nouveau. Elle se défend de son mieux, mais le visage émacié de Tsum, qui implorait son aide, fait vaciller sa résolution. De son côté, Seiya, enragé, attaque avec ses lames de cristal. L'immunité annulée, il n'égratigne que les épaisses lianes du porteur, ne faisant que l'irriter. Celui-ci se retourne et contre-attaque, une de ses dionnées mordant le corps du purificateur. Voyant son coéquipier en difficulté, Natsu se précipite pour vérifier son état. À genoux, il grimace et se tord de douleur tandis que le virus se propage dans son corps. Son camarade s'approche, trop près. Seiya, devenu un dévoreur, mord Natsu pour lui transmettre l'infection. En cet instant, deux autres membres succombent au porteur. Yaji les regarde en silence, et ses deux amis la fixent, leurs yeux désormais vides d'humanité. Refusant d'y croire, elle s'avance lentement vers eux, espérant désespérément qu'ils aillent bien. Kedo tente de l'arrêter, lui disant qu'il est déjà trop tard pour eux. Cependant, la liane l'empêche d'approcher, et la pauvre purificatrice partage le sort de ses amis. Rina repoussait toujours les attaques incessantes, en plus du fardeau mental des suppliques de Tsuma. Ses membres bougeaient d'instinct, mais son cœur et son regard n'y étaient plus. Pour ne rien arranger, le reste de ses subordonnés approche par derrière. Yaji, Natsu et Seiya bondissent, enragés et inhumains, le virus ayant pris le contrôle. En les voyant, elle ne peut s'empêcher de se souvenir de leur moment de joie. Elle s'effondre, incapable de retenir ses larmes, et ferme les yeux comme pour accepter leur fin. L'impact survient, mais elle reste indemne. Autour d'elle se trouvait le corps infecté de Kato, la protégeant du danger. Puisqu'il est celui qu'ils veulent vraiment dévorer, il sera leur adversaire. Il protège la capitaine, non seulement du porteur, mais aussi de ses camarades dévoreurs. Avec un grand cri de guerre, Kedo balance sa faux monstrueuse, projetant les dévoreurs loin de la capitaine. Il demande à Serena si elle peut bouger, mais la purificatrice de première classe est figée. Le désespoir et le chagrin lui avaient déjà transpercé le cœur. S'excusant, il la porte sur son épaule et court se mettre à l'abri. Arrivé près de Tora, il la dépose près du vice-capitaine et lui demande de le soigner à la place. Il retourne au combat et le détecteur à son poignet sonne, indiquant un niveau de contamination de 2000. Elle confirme ainsi qu'il est un porteur. Kedo se précipite, se demandant pourquoi il va bien malgré la morsure. Heureusement, avec Tia, des virus aussi faibles ne sont pas un problème. Natsu attaque le premier, son poing partant comme un réflexe.
Il esquive avec aisance et riposte d'un coup de poing pour mettre son camarade à terre. Les deux autres suivent, mais un coup du dos de Sappho suffit à les repousser. La porteuse demande pourquoi il ne les tue pas, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est au tour du rang intermédiaire d'attaquer, il fait donc tournoyer son arme pour se défendre. Ensuite, il tranche plusieurs lianes, mais leur extrémité bouillonne et se régénère. Elles attaquent à nouveau et la bataille s'intensifie de seconde en seconde. La frustration commence à le gagner, alors qu'Edo charge agressivement. Faisant tournoyer ses lianes pour créer des pointes acérées, le porteur lance une nouvelle attaque. Le jeune homme esquive prudemment, mais les lianes sont projetées avec assez de force pour se planter dans le sol. Il enchaîne et les coupe, mais plusieurs autres suivent, un barrage de pics sans fin. Il commence à utiliser ses membres en plus de son arme, habitué au rythme et à la vitesse de l'ennemi. Réussissant à s'approcher, il tranche le corps du porteur. Mais au moment de porter le coup de grâce, Natsu lui saute dessus par derrière, le projetant au sol. Laissant le porteur pour l'instant, il roule au sol, et Kato repousse le membre infecté. Faisant toujours attention de ne pas le tuer, il matérialise un outil en forme d'agrafe et cloue le jeune homme à un arbre. Les deux autres arrivent aussi, poussant des cris stridents et irréfléchis. Se déplaçant vite, il leur fait la même chose et empêche tout autre mouvement pour l'instant. Ils hurlent et se débattent, incapables de se libérer de leurs entraves. Tia est impressionné que ces outils gardent leur forme même détachée de son corps. De plus, il peut en utiliser plusieurs à la fois, comme attendu de son hôte compétent. Cela dit, elle ne comprend toujours pas pourquoi il se limite à les immobiliser. Ça ne sert à rien de faire ça à un dévoreur qui a déjà dépassé le point de non-retour. Il en est bien conscient, bien sûr. Elle insiste, disant qu'il n'est pas logique et que la fin viendra tôt ou tard. Perdant son calme, il hausse la voix, disant qu'il le sait déjà. Tia glousse, ne comprenant pas les humains et leurs émotions. Pouvant désormais se concentrer sur l'ennemi, Kedo fonce à nouveau. Cependant, le porteur sourit sournoisement, ayant un plan pour le combattre. Deux lianes jaillissent, mais au lieu de le viser, elles se dirigent droit sur la poitrine de Natsu et Seta. Ils sont arrachés à leurs entraves et soulevés dans les airs. Ils se demandent s'ils sont sauvés, mais c'est loin d'être le cas. Une vision d'horreur se déploie alors que leurs corps rétrécissent et se ratatinent, complètement drainés par les appendices dans leur poitrine. En d'autres termes, ils servent de repas aux porteurs qui maintenant débordent de puissance. Les humains pensent que les dévoreurs sont des compagnons, mais cette idée est complètement fausse. Les porteurs attaquent les humains pour renouveler leur virus. Ceux de classe inférieure sont stupides, ils ignorent l'infection et les mangent, sans rien renouveler. Après tout, le virus ne peut se multiplier qu'à l'intérieur d'êtres vivants. Cela signifie que les dévoreurs ou mieux infectés par un porteur sont des repas nutritifs remplis de virus. De plus, les dévoreurs attaquent d'autres humains, créant plus de dévoreurs et propageant le virus. C'est un système efficace où la nourriture se multiplie d'elle-même. Kedo était furieux, trouvant ridicule qu'elle trouve ce système incroyable. Tia lui demande pourquoi il est si en colère alors que les humains améliorent aussi la production alimentaire. Il la fait taire tandis que le corps sans vie et décharné de Natsu tombe au sol. En larmes, Rin ne peut que regarder avec horreur la perte de ses subordonnés un par un. C'est un spectacle pitoyable, mais ils ne peuvent s'endeuillir, le repas ayant renforcé l'ennemi. Kedo essaie de réduire la distance comme avant, mais les attaques sont plus rapides et plus fortes. De plus, la régénération du monstre s'est aussi accélérée. Il essaie de prendre le dessus, mais Sappho est trop grande pour déjouer les lianes. Réalisant qu'il ne peut pas tout gérer avec une telle arme, il songe à d'autres options. Trop perdu dans ses pensées, il ne réagit pas assez vite à des lianes jaillissant du sol. Heureusement, les dégâts sont légers et il recule, mais les attaques continuent d'affluer. Finalement, elles touchent leur cible, s'écrasant au sol. Après un moment, la poussière retombe, et Kedo à l'aide d'épuisement. Les lianes sont tombées, coupées du corps principal. Pendant ce temps, Kedo est apparu avec de nouvelles armes, maniant des doubles lames acérées. Débordant de résolution, il refuse d'être consumé si facilement. Avec ces nouvelles lames, Kedo a tenu bon alors que les lianes fonçaient sur lui. Très concentré, il a prédit leur point d'impact et les a toutes tranchées en un instant. Sous son regard intense, le porteur hurla d'agonie et de frustration. Il déchaîna d'innombrables autres lianes, que le purificateur esquiva facilement. Contrairement à avant, la distance fut comblée et il rendit l'ennemi impuissant. Son corps fut découpé en morceaux et jeté de côté pour dégager le passage. Il allait porter le coup de grâce, mais d'autres appendices s'enroulèrent sur ses lames. Elles viennent des membres en régénération, mais Kedo laisse l'ennemi prendre ses armes. Mais peu importe, car elles se dématérialisent et réapparaissent dans ses paumes. Prenant le porteur par surprise, il réussit à frapper le visage de Tsum. Son masque détruit, le monstre entra dans une rage folle et se déchaîna autour de lui. Le jeune homme recule à temps, et après l'attaque, le vrai visage du porteur est révélé. Il claque de la langue devant cette vision hideuse. L'ennemi a abandonné toute prétention, et ses yeux tressautent rapidement. À ce moment, Yagi réagit, hurlant alors qu'elle était toujours clouée à l'arbre. De son côté, Rina lui tournait le dos, s'occupant de Tora. Il profite de la situation et s'en prend aux cibles vulnérables. Kedo comprit ce qui se passait et se précipita pour trancher la liane.
Il sauve la capitaine, mais est touché par la liane suivante visant son camarade infecté. Désespéré de la sauver, il lance sa lame, qui arrête la liane de justesse. Il soupire de soulagement, mais une autre jaillit du sol sous ses pieds. Bien qu'inattendu, il lève le bras pour se défendre et évite toute blessure grave. Cependant, les attaques du porteur étaient incessantes, tout comme sa régénération. Le combat durait depuis un moment, et l'épuisement commençait à se faire sentir. Tia lui demande s'il est stupide, protégeant un poids mort alors qu'il n'a pas de coup fatal. Il lui dit de la fermer, mais elle l'ignore avec un sourire. C'est la première fois qu'il voit un porteur comme celui-ci. Il se demande si son apparence de plante signifie qu'il puise des nutriments du sol. Mais les porteurs ne font pas ça, et celui-ci a des pierres de miasme dans son corps. Le seul moyen de le vaincre est de tout écraser d'un coup, même les parties enfouies. Une autre option est d'épuiser ses limites de régénération. Quoi qu'il en soit, c'est trop pour lui, et trop tôt pour affronter un porteur de rang moyen. Le mieux serait d'abandonner ce poids mort et de se sauver. Tia lui demande s'il compte mourir au combat, il dit n'en avoir nulle intention. Ceci dit, c'est exactement ce qui arrivera si ça continue. Ne voulant pas laisser sa sœur seule, il dit à Tia de le dévorer à nouveau. C'est la deuxième fois aujourd'hui, elle refuse net, car cela épuiserait son corps. Pour Mio, il s'allierait à un porteur et tuerait même un ancien humain. Même ainsi, abandonner ses camarades et fuir ne sera jamais une option. Tia ne peut s'empêcher d'être agacée par son hôte qui refuse d'écouter. Finalement, elle décide d'accéder à sa demande. S'enroulant sur lui, elle dit qu'elle va lui faire mal, puisqu'il est difficile. Elle plante ses crocs dans son corps, mordant plus fort que d'habitude. Le virus se propagea rapidement dans tout son corps. Tandis que le porteur regardait, confus, il hurla et convulsa. Les changements furent immédiats, et la puissance l'enveloppa rapidement. Ce faible porteur de rang moyen n'a aucune chance, il doit juste l'écraser. Débordant d'énergie virale, Kedo passa à l'action. Fonçant droit devant, il était aussi rapide que la lumière. Pendant ce temps, Rina regardait, choquée, l'autre rugir de sa nouvelle force. Il maniait ses lames avec une précision et une vitesse mortelle, déchiquetant l'ennemi. Contrairement à avant, il n'eut aucune chance de se régénérer et ne put que crier d'agonie. Sachant qu'il allait perdre, le porteur plongea dans le sol, tentant de fuir. Kedo regarda son corps pitoyable, qui avait perdu toute confiance et rampait dans la terre. Cependant, il n'a aucune intention de laisser le monstre s'échapper. Il enfonce sa lame dans la terre, provoquant des pics d'énergie venant des profondeurs. Cela frappe le porteur et le ramène à la surface. Tia sourit, amusé, sachant qu'ils avaient gagné en voyant sa blessure. L'ennemi tente de se régénérer, mais ses membres se dissolvent en fumée, incapables de repousser. Ses efforts sont vains, un porteur de rang moyen n'a aucune chance contre un porteur supérieur. Alors que Kedo approchait en silence, le monstre tremblait de peur. Il tendit la main, disant que les pierres de miasme se concentraient en un point. Tia disait quelque chose, mais s'arrêta, surprise de voir qu'il sentait les pierres de miasme. Suspendu, il tente un dernier effort, reprenant le visage de Tsuma pour implorer son pardon. Cela fait vaciller Kedo, qui baisse sa main un instant, hésitant. Sentant sa faiblesse, Tia dit qu'il ne fait qu'imiter l'humain qu'il a absorbé. La rage monta en lui, se rappelant les atrocités qu'il a commises contre eux. Il profanait ses membres, alors il plongea sa main dans sa poitrine et arracha la pierre de miasme. Sur ce, le porteur se mit à bouillonner et disparut dans le néant. Kedo, toujours rempli de rage, serrait les dents en tenant la pierre, se contrôlant à peine. Heureusement, il parvient à se calmer, réalisant ce qui se passait. De son côté, Tia sourit, disant qu'il a dû comprendre qu'il devient de plus en plus un porteur. En regardant la pierre de miasme bleu clair, la vision de Kedo devint floue et brumeuse. Épuisé et surmené, il tomba en arrière, la transformation virale s'annulant. Alors que le vent froid soufflait sur son corps affaibli, Rina apparut, son épée à la main. Un trouble intérieur grandit en elle en pensant à ses actions d'hôte de porteur. Avec son corps inerte, c'était le moment parfait pour agir. Heureusement, Tora l'appela à l'aide, car les entraves de Yaji allaient céder. Il savait ce qu'il venait de l'empêcher de faire. Mais alors qu'elle venait l'aider, la fumée rouge retourna dans le corps de Kedo. Il se releva avec une aura sombre et fut en un instant derrière Rina pour l'attaquer. Ne s'y attendant pas, l'attaque la frappe et provoque une explosion de puissance. Elle est projetée au loin, laissant une énorme fissure au sol. Il parle, disant qu'il croyait avoir fini, mais la purificatrice de première classe s'est défendue. Entendant la voix, elle demande si c'est bien le 6e classe qu'ils connaissent. L'apparence de Kedo est dévoilée, la transformation a progressé, l'enveloppant d'une aura rouge. Tia dit que son hôte semblait fatigué, alors elle a pris le contrôle sans permission. Bien qu'incrédule, Rina réalisa ce qu'elle était, et le porteur le confirma avec assurance. La purificatrice débordait de colère, ce qui confirme que l'attaquer est la bonne décision. Contrairement à Tenno, la femme devant eux a un regard de haine pure pour les porteurs. Elle lui demande ce qu'elle compte faire de Kedo, quel parasite. Cependant, c'est plus une coexistence, où Tia supprime l'infection et lui donne le pouvoir de se battre. En retour, elle y goûte un peu. Rina soutient que la coexistence est impossible,
mais elle se fiche de ce que pense la puriste. Cela dit, sa force et ses convictions inébranlables finiront par leur poser problème. Une énorme lame émerge du bras de Kedo, et bien que le porteur ne soit pas à pleine puissance, il ne sera pas difficile de trancher ce poignet sur le champ. Laura Pure les repousse, et Tora dit que c'est trop pour une mauvaise blague. On lui dit de s'occuper de Yaji pour l'instant, pendant que la capitaine le retient. Cependant, la terreur envahit son visage en voyant le détecteur à son poignet, affichant un niveau de contamination proche de 6000, soit 2 fois plus élevé que le monstre végétal précédent. Incapable de l'ignorer plus longtemps, elle dégaine son épée, se disant heureuse que son identité de porteur ait été révélée. Maintenant, elle peut la purifier sans aucune réserve. Leurs lames s'entrechoquent, illuminant la forêt sombre d'éclairs de lumière cramoisie et dorée. Pendant que la bataille faisait rage, Kedo ouvrit les yeux. Il était piégé dans son propre esprit, et devant lui se trouvait une transmission montrant le combat intense qui se déroulait dans le monde réel. En voyant le visage de la capitaine, il devine contre qui elle se bat. Pendant ce temps, Tia apparaît, notant qu'il est enfin réveillé et lui disant qu'elle emprunte juste son corps pour un moment. À son grand choc et sa confusion, elle révèle son intention de mettre fin à la vie de cette femme sur le champ. On ne peut rien y faire, car elle les a attaqués avec une intention meurtrière. Et comme c'est plus qu'il ne peut gérer, elle va s'en occuper. L'autre lutte contre ses entraves, criant et lui ordonnant. Cependant, il ne peut rien faire alors qu'elle disparaît avec un sourire malicieux. Pendant qu'il criait, la bataille dans la forêt atteignit son paroxysme. La capitaine opposait une sacrée résistance. Pour quelqu'un qui pleurait il y a un instant, Rina frappe, disant qu'elle n'a pas besoin des louanges d'un porteur. Tia glousse en attrapant l'épée à main nue, disant qu'elle ne considérerait pas sa déclaration comme un éloge. Serrant fort, elle contre-attaque et frappe, mais la purificatrice se libère aisément en lâchant la garde. Elle pivote pour esquiver et renvoie un coup de pied sec visant la tête du porteur. Il manque sa cible, mais le mouvement inattendu visait en fait l'arme, qui s'est maintenant échappée de la main de l'ennemi. Rina s'élance pour la rattraper en plein vol et, avec une fluidité inégalée, tranche net le bras de son adversaire. Pivotant sur le sol, elle frappe à nouveau pour porter le coup de grâce. Malheureusement, elle n'était plus face à un humain, mais à un porteur capable de régénérer rapidement ses membres. Le bras se rattacha et bloqua sa lame, se transformant en un bouclier impénétrable à cet instant. Avec un sourire suffisant, Tia dit qu'elle l'a juste un peu durci, mais le visage de la purificatrice s'assombrit, lui rappelant l'écart immense qui les sépare. Son arme fut déviée, et ses bras étaient en l'air, serrant le poing de Kedo. Le porteur l'avertit qu'elle allait frapper plus fort maintenant. La capitaine tente de se défendre, mais la force brute l'envoie voler au loin. S'écrasant contre un arbre, elle tombe à genoux, épuisée et blessée par le combat. À ce moment, un pendentif à son cou se brisa, révélant une photo d'elle et de son père. Elle se souvient des moments passés avec lui. En voyant cela, Kedo se souvint aussi de son père et de son désir de lui ressembler. Bien qu'entendre qu'il était le modèle de son enfant les rendit très fiers en tant que père, le destin cruel frappa des années plus tard, lorsque des porteurs ravagèrent leur village. On dit au jeune homme de fuir avec Mio pendant que son père retenait un monstre pour leur faire gagner du temps. Regardant ses enfants, le père sourit, les yeux brillants, disant qu'il comptait sur Kedo. Ce furent ses derniers mots alors qu'il entraînait le porteur du haut d'une falaise dans la forêt en flammes en contrebas. Ses enfants ne purent que crier et pleurer pour lui. Un bruit strident retentit alors que Rina fermait les yeux, ayant accepté sa mort imminente. Cependant, aucun impact ne vint, et elle se tourna pour voir la lame de l'ennemi plantée profondément dans l'arbre après que son bras ait repoussé l'arme. Kedo avait repris le contrôle juste à temps et gronde Tia pour avoir agi de son propre chef. La surprise du porteur se transforme vite en amusement en voyant qu'il a réussi à se réveiller de force. La purificatrice en face de lui fait obstacle à son objectif. Tout comme lorsqu'il a protégé sa sœur, il peut se débarrasser de tous les obstacles avec facilité. Il lui crie que la capitaine n'est pas comme Godet. D'un ton froid, elle dit qu'elle reste une humaine, lui retournant ses propres mots, car il avait dit qu'un porteur resterait toujours un porteur. De plus, il a énormément changé et le ressemblait déjà plus, refusant de l'accepter. Son corps commença à tomber de fatigue une fois de plus. Avant de perdre connaissance, il avertit le porteur de ne pas tuer ses camarades, disant qu'il ne lui pardonnera jamais. Sur ce, il s'évanouit et tombe dans les bras de sa capitaine. Tia parle, informant Rina que même si elle tue Kedo, elle ne disparaîtra pas et sera juste plus forte une fois ses restrictions levées. De plus, c'est un fait que Kedo leur a sauvé la vie, et elle aimerait croire que les humains ne sont pas assez honteux pour payer la gentillesse par la trahison. Se rappelant les mots de son hôte sur le fait qu'ils étaient des camarades, Tia regarde Yaji qui était toujours infecté. Un éclair d'énergie frappe son corps. La capitaine s'attend au pire, mais le porteur explique qu'elle l'a juste infectée avec un peu de virus, donc elle devrait être maîtrisée pour un temps. Tout cela étant réglé, le porteur considère leur affaire classée et disparaît dans son hôte. L'épreuve de la mission se termine avec plus de la moitié de l'équipe en victime. La capitaine grimace, pleurant maintenant ses subordonnés tombés au combat. Alors que le calme était revenu dans la forêt, la rage en elle ne pouvait être apaisée.
Après un certain temps, Kedo ouvrit les yeux et se retrouva allongé sur un lit inconnu. Il se redresse d'un bond en entendant la voix de Rina. Dans ses vêtements décontractés, elle dit qu'ils sont dans son appartement. Le jeune homme se calme, mais cela ne dure pas longtemps car il trouve soudain Tenno et Tora devant eux. Il remarque les deux hommes qui avaient des expressions très différentes. Le purificateur de première classe lui demande nonchalamment comment il va, disant qu'il a dormi une journée entière. Disant qu'il va bien, il confirme qu'il n'y a pas à s'inquiéter de ce qu'ils ont rapporté à l'association. Pour l'instant, seuls les trois autres présents sont au courant de son secret. D'un autre côté, le vice-capitaine était moins accueillant et dit qu'il a passé toute la nuit à nettoyer leur gâchis. Plus qu'épuisé, il écrase sa cigarette, avec l'intention de passer directement à l'interrogatoire. Après un bref débriefing, il confirme l'existence de porteurs de niveau intermédiaire, ainsi que de niveau supérieur. Avec un regard haineux, Rina lui demande pourquoi il a fait l'équipe avec des êtres aussi méprisables. Tenno lui dit de faire attention à ses mots. Sentant qu'ils sont plus proches maintenant, il appelle Kedo nonchalamment, et dit qu'il a travaillé avec Tia pour sauver sa sœur et ne devrait pas être traité comme s'il avait trahi l'humanité. Se sentant mal, la capitaine dit timidement que ce n'était pas son intention. Pendant ce temps, Tora leur dit à tous les deux de se calmer et remet la conversation sur les rails. Il dit qu'il est temps que le porteur de niveau supérieur leur soit enfin présenté. Bien que réticent, Kedo appelle Tia, qui se matérialise alors et s'assoit à côté de son hôte. Rina est immédiatement sur ses gardes, prête à se battre. On lui dit de ne pas être si tendu car il ne devrait plus y avoir de rancune. Le vice-capitaine est d'accord, rappelant à sa supérieure leur accord de suspendre les hostilités. Elle se maîtrise une fois de plus. Pour commencer, Tora remercie étonnamment Tia pour les avoir aidés à déplacer Yaji. Kedo demande ce qu'il va lui arriver maintenant. La camarade est en quarantaine dans un établissement médical et a été officiellement déclarée morte en service. S'ils la livrent au QG, ils la transformeront certainement en rat de laboratoire. Cependant, ce ne sera pas nécessaire car ils peuvent extraire des informations quoi qu'il arrive, se faisant une idée de ce qu'ils veulent. Tia dit qu'elle ne peut pas guérir les mangeurs et ne peut que supprimer les symptômes avant que la mort ne s'ensuive. Rina estime qu'elle peut faire ce qu'elle a fait à Kedo, car ils ont été infectés de la même manière. Cela dit, il est différent des autres car elle essaie activement de le maintenir en vie en tant que son hôte. La réalité frappe la capitaine. Pendant ce temps, Tenno dit qu'il veut plus d'informations à ce sujet. Il pose des questions sur les porteurs dorés et si c'est quelque chose comme une invasion. Pourquoi attaquent-ils le monde? Elle dit que c'est évident, mais alors qu'elle s'apprêtait à expliquer, une surtension d'énergie sombre et intense. Sous le choc, Tia se figea, une sueur froide perlant sur son visage. Reprenant son sang-froid, elle dit qu'ils sont enfin arrivés. Un porteur de rang supérieur entra dans leur dimension en se plaignant de la corvée. Il se demande pourquoi Tia n'a pas fait de rapport et dit qu'elle ne prend pas son rôle de cinquième au sérieux. Affamé, il salivait en regardant les innombrables humains en contrebas. Voyant près d'1 million de personnes, Crank, le quatrième des porteurs supérieurs, songea à prendre une collation. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.